Bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre analyse qui porte sur le document du ministère des Finances du Cameroun et plus globalement la zone CEMAC qui s'intéresse déjà aux crypto-monnaies. Donc il y a un document très intéressant qui a été rédigé, vous trouverez le lien en description de cette vidéo aussi là. Le document montre déjà que la CEMAC, le Cameroun s'intéresse au sujet de la crypto-monnaie. Donc ça laisse présager entre guillemets que on essaye de mettre des choses en place dessus. Peut-être demain on aura une crypto-monnaie pour la zone CEMAC et pourquoi pas pour toute l'Afrique, ce qui est super intéressant. Donc nous à notre niveau, Light Finance, on essaye d'apporter notre analyse à ce document là afin de mettre notre pierre à l'édifice parce que chacun a son rôle à jouer. Vous trouverez déjà épinglé plus haut la partie 1 où on a commencé à parler de ce document là, on a présenté quelques parties. Aujourd'hui on va continuer notre analyse sur ce document super édifiant. Let's go. On continue directement où on s'était arrêté la fois passée. Évolution de la crypto-monnaie. Donc, la première crypto-monnaie, le Bitcoin, a été miné en 2009 et il n'avait quasiment aucune valeur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez actuellement le cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin actuellement est aux alentours de 30 000 $. Donc, en 2009, le Bitcoin valait carrément 0 $ et aujourd'hui, nous sommes à 30 000 $. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, que si Lagarde l'a dit, le Bitcoin ne vaut rien et qu'on voit ça, on se dit que des millions de personnes qui ont fait ça sont tous bêtes. Certes, le bon sens n'est pas forcément dans la majorité toujours, mais quand même, quand quelque chose qui de 0 $ à 30 000 $ à l'heure actuelle et des prévisions disent que ça peut aller bien plus haut, on comprend quand même qu'au fond, il peut y avoir quelque chose. Donc, c'est à nous de nous cultiver pour savoir si effectivement, il y a quelque chose au fond de cette histoire-là. En avril 2010, sa valeur était de 14 centimes. Donc, de 2009 à 2010, on n'a eu que 14 centimes pour la valeur du Bitcoin. Le marché avait cependant commencé à prendre forme. En 2011, son prix monte jusqu'à 1 $, ok, avant de descendre à 87 centimes. Suite à la publication d'un article du Gawker parlant de l'intérêt de la communauté de vendre de drogue en ligne pour cette monnaie, le prix a plus que triplé en une semaine. Donc, vous comprenez que l'effet médiatique a un rôle très important dans le prix des crypto-monnaies. Dès sa création, déjà, on avait cette corrélation-là. Un réseau décentralisé d'ordinateurs qui possède des noms. Bon, ça, ce sont des explications des mots-clés. Vous pouvez voir ça au niveau du document. On va continuer. Donc, le prix a triplé et a atteint les 27 $. Là, on était aux environs de 2010-2011. La valeur boursière des bitcoins en circulation était alors de 130 millions $. En 2012, la première fondation, le nom Bitcoin Foundation, fut créée pour promouvoir le développement de la notion du bitcoin. Donc, sur la période de 2014 à 2016, l'évolution des crypto-monnaies est marquée par l'effondrement de MTX Ghost, la plus grosse plateforme d'échange au monde, ok, suite à la perte de 850 000 bitcoins du fait de la cybercriminalité. Il faut dire qu'il y a les hackers causent beaucoup de problèmes au Bitcoin et à l'écosystème crypto en général. Je vais peut-être mentionner que Elrond a connu une chute énorme. Il y a hier, je crois, c'est hier, il y a quelques jours ou bien hier, le prix de l'Elrond est descendu jusqu'à 5 $, quittant de 60 $ à 5 $. Pareil pour le Luna, ce sont des attaques. Moi, je pense que la réglementation peut aider aussi à ce que ces choses-là soient plus sécurisées parce que vraiment ces histoires d'attaque-là, c'est très problématique. Ça fait perdre beaucoup d'argent aux gens. Malgré l'attaque de MTX Gold qui était la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies à l'époque, le Bitcoin continue sa progression et en 2016, le Bitcoin monte jusqu'à 434 $. Donc puis à presque 1000 $ en 2017. Donc malgré tout ça, le Bitcoin continue son évolution, ce qui montre quand même au fond que les gens ont une certaine confiance au Bitcoin et les gens parient quand même sur ça. Donc, elle explose à 20 000 $ un an plus tard avant de descendre à 3 700 l'année suivante. Suite au piratage des plateformes d'échange. Donc, cette histoire de piratage là, ça cause beaucoup de problèmes. Mais il le faut un moment pour pouvoir mieux sécuriser la blockchain, pour pouvoir mieux sécuriser les exchanges. Donc, le prix est monté jusqu'à 20 000 $ avant de redescendre à 3 700 $. Est-ce que vous imaginez comment ça peut faire peur? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens
le Bitcoin à 31 000 $, ça descend à 29 000, il panique. Vous imaginez le calme qu'il fallait avoir à cette période-là pour ne pas vendre ses Bitcoins. Il fallait être extrêmement calme, extrêmement. Donc, le prix ne semble pas avoir cessé de rester en baisse depuis fin 2018. Le Bitcoin ainsi que la plupart des autres crypto-monnaies, Ethereum y compris, ont rebondi en 2021, suite à la loi d'Elon Musk, et le Bitcoin monte jusqu'à 45 000 $ avant de rechuter à 37 000 $. Donc l'ATH du Bitcoin, ATH pour ceux qui ne savent pas, Lightdico. Vous pouvez télécharger Lightdico, il y a les définitions de tous les mots clés crypto là-bas. Donc je peux laisser un lien en description de cette vidéo là, c'est une application mobile. Donc, perspective de la crypto-monnaie dans le monde. De plus en plus, les crypto-monnaies consolident avec force leur place dans l'économie mondiale. De par leur intérêt que portent les libertariens, acteurs privés, mais aussi et déjà les États. Donc, sur cette question des libertariens, on va revenir dessus parce que beaucoup de questions se posent et moi j'ai fait beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Est-ce que effectivement la crypto-monnaie a été créée par une personne, Satoshi Nakamoto? Est-ce que ce n'est pas plutôt les organisations comme la CIA, le FBI, les crypto-monnaies derrière dans un but précis? Donc, on va peut-être faire un live dessus où on va réfléchir sur la question. Mais il y a beaucoup de questions à se poser. On pourra faire un live sur ça, nous n'attardons pas sur ça pour le moment. On continue la lecture du document qui est vraiment passionnant. De plus en plus, les crypto-monnaies, on a vu cette partie-là. Développement des courtiers institutionnels en crypto-monnaies, dépositaires et gestionnaires d'actifs. De nombreuses organisations, notamment PayPal et banques, sont encore déployées des services crypto. Donc tout le monde s'intéresse à la crypto de nos jours. On peut alors s'attendre à voir une explosion des actifs détenus par des courtiers institutionnels, des dépositaires et des gestionnaires d'actifs. Donc, beaucoup de personnes, des organisations sérieuses sont en train d'entrer dans la crypto-monnaie. Élaboration et introduction des cadres réglementaires plus rigoureux. Donc, ça, c'est un problème épineux actuellement. La réglementation n'est pas internationale en matière de crypto-monnaie. Chaque pays s'essaye à son niveau de faire une certaine réglementation. Mais on pense bien qu'à l'horizon 2050, il y aura une réglementation internationale de tous les États sur les crypto-monnaies. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Donc, élaboration et introduction des cadres réglementaires. La variété des services en crypto-monnaie devient de plus en plus répandue et atteint la masse critique en termes de niveau d'adoption. Donc, tout le monde adopte déjà la crypto-monnaie. On peut s'attendre à une réglementation accrue pour tous les acteurs dépositaires, ce qui entraînera une augmentation des coûts à la mise en conformité réglementaire. Poursuite de la croissance de la finance décentralisée. Donc, le secteur des crypto-monnaies a amené ce qu'on appelle la DeFi, qui est en opposition avec le système centralisé actuel. Centralisé actuel, il y a les banques qui détiennent votre argent. Votre compte en banque, ce n'est pas votre argent, soyez-en sûrs, c'est l'argent que la banque a pour vous en fait. C'est un peu comme une créance. La banque vous doit 200 000. Quand vous avez 200 000 en banque, c'est pour dire que la banque vous doit 200 000. Et en fonction de l'état de la banque, vous pouvez venir vous dire que vos 200 000 là, vous ne pouvez pas les retirer tout. En fonction de ce qui se passe dans le pays. On a vu cela au Zimbabwe, on a vu cela dans plusieurs pays. Donc, le système centralisé a ce problème-là. Vous pouvez avoir votre argent aujourd'hui et on vous dit demain que ce n'est pas votre argent. Parce que l'État, parce qu'il y a des taxes, parce que. Pourtant, avec la finance décentralisée, chacun possède son argent et la blockchain gère tout grâce à des smart contracts. On pourra faire une vidéo sur le sujet si cela vous intéresse. Il y a déjà même plusieurs vidéos. Je vais vous laisser épingler une playlist là plus haut qui parle de la DeFi, comment ça se passe, comment investir dans la DeFi. On a un tas de vidéos dessus. Donc, qui utilise la technologie blockchain peut effectuer des transactions sans avoir recours à un intermédiaire. Un exemple en vogue est l'emprunt de crypto-monnaie stable. Donc, vous pouvez emprunter la crypto-monnaie dans la DeFi sans avoir besoin de vous tracasser avec les papiers. Est-ce que vous avez un titre foncier et ce genre de choses. Malheureusement, je vois déjà 10 minutes à mon chrono et je dois arrêter la vidéo. Comme on s'est dit dès le début, on essaye au maximum de faire des courtes vidéos de 10 minutes au max pour que ce soit assez digeste pour ceux qui nous suivent. Donc, il y a la partie 1 déjà, vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore regardé cette partie-là. Il y aura sûrement la partie 3 dans quelques jours où nous allons aller plus en détail dans l'analyse de ce document-là qui est déjà super intéressant. Donc déjà, dites-nous, quel est votre avis sur cette question-là? Sentons-nous concerner, l'Afrique de demain nous appartient. Donc ces questions économiques, ces questions financières-là seront au cœur. On le dit toujours, on l'a déjà dit et on le dira toujours. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, cette partie économique, financière, là, sera au cœur de tous les débats demain.
il est important que vous ayez votre avis précis dessus. D'après vous, la crypto-monnaie en Afrique, la crypto-monnaie dans la zone CEMAC, quel est son avenir? Est-ce que c'est important de mettre en place une crypto-monnaie, d'adopter une autre crypto-monnaie comme par exemple le Bitcoin en RCA? Est-ce que c'est intéressant de faire cela? Donc, donnez-nous votre avis en commentaire et on se retrouve dans la partie 3.